Ma mère m'appelait, dans un cri immense et implorant qu'elle éternisait comme si elle voulait en inscrire la trace sur la moindre pierre de la maison. Quand il s'éteignit enfin, j'entendis le claquement du capot de la voiture que mon père refermait sur nos 3 valises. J'eus à peine le temps de détacher de la surface du banc 2 ou 3 échardes que je tiendrais serrées entre mes doigts sur le pont du navire. Je traversai la cour en essayant de ne pas me retourner, mais au moment où je commençais à monter l'escalier de droite, il me semblait que j'étais retenu par les ombres de tous ceux qui, arrivant du village nègre, allaient dans quelques jours à peine habiter la maison. Peuplant les vérandas, ils se mettraient à discuter à longueur de nuit sur les terrasses, à rire, à s'aimer dans les buanderies, à rêver dans les galeries, tandis que les gamins envahiraient la cour et viendraient, essoufflés par leurs poursuites ou les parties de noyaux d'abricots, s'asseoir à leur tour sur le banc où j'étais ce que je n'ai jamais cessé d'être depuis, un enfant perdu. Est-ce que la Tunisie est un écho à l'Algérie? Pas vraiment, non. Et j'aime pas quand on dit oriental. Je dirais plutôt, plus exactement, du sud. Je suis un enfant du sud. Je suis né dans le sud. Tout ce qui est dans le sud me correspond. Et je veux être là, justement, loin de toutes ces images, tous ces clichés. C'est le sud et voilà, dans son ensemble et sans traits comme ça caractéristiques dont les Européens d'ailleurs ont souvent besoin pour se donner une image d'exotisme. J'ai horreur de l'exotisme. Peut-être que j'ai trop de respect pour l'Algérie, que tout cela est trop grave pour que ça devienne de l'anecdote. Et je ne veux pas faire un voyage comme ça. J'ai employé dans un de mes livres l'expression tourisme de deuil. Je ne veux pas céder à ça du tout. Cela dit, moi, je souhaite plus que jamais que l'Algérie soit un pays heureux. Je m'intéresse à l'Algérie. Tout ce qui arrive en Algérie me touche. Bien sûr, l'Algérie, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire déjà écrit. C'est aussi une part d'imaginaire qu'il me reste, du moins j'espère. Et un écrivain n'est pas là pour reparcourir là ce sur quoi il a écrit. Marguerite Duras, je ne veux pas me comparer à elle du tout, mais elle a donné l'exemple. Elle a écrit sur l'Indochine, elle écrit combien de livres sur ce territoire imaginaire et très proche d'elle, mais elle n'y est pas retournée, aussi peu. C'est mon droit aussi, c'est le droit d'un écrivain, de tout artiste, de posséder son propre territoire. Et la question, est-ce que tu vas retourner en Algérie, ce sont les autres qui la posent. D'ailleurs, moi, je voudrais poser la question à ceux qui me la posent. Pourquoi ils la posent tant? Pourquoi ils me posent tant cette question? Moi, j'ai vécu toujours dans la guerre, de 53 à 64, au moment où j'en suis partie. Puisque mon frère, lui, est parti en 62, puisqu'on a 4 ans et demi, lui en 4 ans et demi de plus que moi. Donc c'était impossible pour lui de faire une scolarité normale, donc il est parti en 62. Et mes parents sont restés avec moi à Borge-Boirérich, qui est un tout petit village dans les hauts plateaux, dans les Aurès, mais complètement paumé, où ma mère était institutrice et mon père comptable dans une minoterie. Et mes parents ont voulu voir s'ils pouvaient y rester le plus longtemps possible et rester définitivement en rappelant mon frère. On a essayé, puis on est parti. On n'a pas pu faire autrement, quoi. En prenant l'avion à Alger, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu et beaucoup ému de voir la baie d'Alger pour la première et dernière fois. En 64, on est arrivé à Perpignan, où mes parents avaient acheté un appartement, retrouvé avec un grand bonheur mon frère. Avec Jean-Noël, ça a toujours été un rapport plus que de mentor, je dirais de père, qui a veillé sur moi au niveau éducation.
parce que comme c'était un brillant élève et que bon, moi j'étais dans la moyenne, donc il m'a fait beaucoup travailler le français et la philosophie. Donc j'étais toujours complètement en admiration devant Jean Nouël, qui a toujours écrit au moment de la fête des mères. Bon, ben, faut remonter à l'Algérie. Enfin, moi j'avais 6 ans, 5 ans, donc 5-6 ans, donc j'étais déjà en admiration devant ben, les poésies que mon frère faisait à ma mère, quoi. Donc alors j'imaginais pas qu'il allait devenir un grand écrivain, mais j'ai dit mais c'est extraordinaire, quoi. Déjà, quand j'étais en Algérie, au fond, le seul nom de Paris me permettait d'échapper à la réalité. Et puis après, j'avais qu'une idée, dans mes années de Perpignan, mes années d'études secondaires, c'était de partir à Paris. C'est-à-dire d'échapper au milieu familial et d'essayer de me construire une vie. Un Paris un peu déjà distant, puisque j'étais pensionnaire au lycée Louis-le-Grand. Je suis rentré en Hippocagne. Et donc, la première année, j'ai travaillé comme un fou parce que je devais passer en Cagne, pour ne pas redescendre précisément vers Perpignan. Et j'étais pensionnaire, donc je ne sortais pas. Paris, pour moi, c'était la place de la Sorbonne et un café le dimanche. J'ai su très vite qu'il fallait que je me déroule tout seul. Là, j'avais une bourse pour couvrir mes frais de pension, mais qu'après, il fallait que je compte sur moi-même. Mes parents ne m'ont jamais aidé en quoi que ce soit dès l'âge de 17 ans. Là, j'avais 17 ans. Et ensuite, j'ai passé un concours d'élève professeur qui me permettait d'avoir un petit salaire et en même temps de poursuivre mes études. Et là, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre une chambre en ville. Et puis est arrivé mai 68, c'est-à-dire c'était le début de la fin. Je n'ai plus pas travaillé, j'ai plus travaillé. J'ai vu Paris. J'ai vu Paris la nuit. C'était aussi le seul moment finalement où je voulais profiter de la jeunesse. Et puis mai 68, le grand mot d'ordre, c'était profiter de la vie au fond, et profiter, aller vers les autres. Et Paris, c'était quand même Paris libre. Paris, c'était la découverte des boîtes de nuit. Ce que je ne soupçonnais pas, c'était mon goût pour le monde de la nuit à ce point-là. Je ne pensais pas aimer autant ce monde-là, c'est-à-dire la musique et les comptoirs et les gens de la nuit. J'ai sacrifié Normal Sup, ce qui n'était pas évident hein, quand même, parce qu'au fond, j'allais vers quoi hein? J'allais vers... Qu'est-ce que c'est que la nuit? C'était un petit peu... Voilà, c'était un petit peu dans tous les sens. Il n'y avait pas d'orientation. Mais à l'époque, j'avais de la résistance, c'est-à-dire... C'est vrai, très souvent, je me suis couché très tard, et je dormais 1 ou 2 heures pour aller enseigner... J'espère que les élèves n'ont jamais soupçonné que j'avais passé mes nuits dehors. Moi, j'essayais d'être sérieux dans mon métier, tout en... Il n'y a rien aussi, on dit sérieux comme le plaisir, hein. Il n'y a rien de plus sérieux que le plaisir. Mais c'était de belles années. Ils ont emmené Louise ce matin. Tu n'as rien dit. Tu leur as seulement donné la valise. Tu as attendu un peu avant d'aller à la fenêtre. Des enfants éraflaient la tôle de la voiture noire avec leurs couteaux ou leurs tessons. Ils ont fui dès que l'infirmier a surgi sur le trottoir. Avant de monter dans la voiture, il s'est retourné, Louis. Il a levé les yeux. Les tourbillons serrés de la poussière t'ont aveuglé. Tu as dû te détacher de la rampe. Tu as entendu la portière claquer, les cris des enfants, puis le silence, la rue vide. Ensuite est venu le temps du sida, progressivement. C'est après que j'ai écrit Les quartiers d'hiver, c'est sur ces années-là. Hein, c'est
les années du Vagabond, c'est un bar que j'aimais tant, qui est rue Thérèse, à côté d'autres bars de la rue Sainte-Anne, qui était très connu aussi pour sa vie gaie, ouverte, etc. Ah, ben voilà. Ah, j'en ai passé des nuits ici. Il n'y a plus que des restaurants japonais. Sapporo. Ouh là 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 là. Ah ben voilà, c'est là où était le Vagabond. Avec la porte rouge. Elle n'est plus rouge du tout. Elle n'est plus rouge du tout. Il y a des jolies petites poupées dans la vitrine. Christian me tendit un verre, me laissa boire quelques gorgées, puis me dit « Joep est mort ». J'ai senti mon cœur flotter tandis qu'il répétait avec une douceur découragée « Joep est mort », comme une psalmodie destinée à atténuer la brûlure de cette nouvelle qui me dévastait la poitrine et m'obligeait à me retenir à la rampe du bar. La nuit d'hiver était entrée. Il neigeait sur les miroirs du Vagabond qui se brouillaient autour des silhouettes des clients pareils, dans la profondeur des glaces éteintes, à des captifs endormis, debout dans un enfer de velours. Christian me ramenait doucement vers sa poitrine. Il y avait maintenant trop d'arbres abattus autour de nous sans que nous en ayons été prévenus. Dieu n'était qu'un bûcheron fourbe qui profitait de ce que la terre devint aveugle dans l'hiver pour avancer à pas feutrés et bâillonner par surprise jusqu'à ce qu'ils expirent, les enfants qui continuaient à s'aimer dans le secret des forêts enneigées. Voilà l'écriture de Jean Noël. Encadré, ne sortant pas du cadre, je dirais pour une fois. Et cet écrivain on dit très très individuel est en fait quelqu'un qui est exactement comme le sont ses feuilles, extrêmement ouvert sur le monde, extrêmement ouvert sur l'extérieur, une façon de se construire presque en escalier, une espèce d'escalier organique de la pensée, de la création. On a souvent tendance à se rappeler ou à mettre en lumière finalement ce qu'est la sonorité de la phrase de Jean Noël avec ses incises, des différences de rythme. Et on les retrouve peut-être dès l'amont, bien avant dans la conception, dans l'organisation des pages et dans l'organisation de l'écriture. Mon premier roman, c'était publié aux éditions du Seuil. J'ai envoyé le manuscrit, comme on dit, par la poste, et c'est la stricte vérité. C'était mon premier envoi, et voilà, ça c'était magnifique. Je ne réalisais pas vraiment, mais c'est un très beau souvenir. Et puis, c'est vrai, à un moment donné, je rêvais d'être édité par Gallimard, il faut dire les choses telles quelles. Donc, j'ai déposé mon manuscrit comme un débutant. J'ai déposé à l'accueil de Gallimard et j'ai posé simplement à l'attention de Pascal Quignard. Et j'ai dit, bon, c'était dans le plus grand secret parce que je sais si jamais je prends une claque, au moins que je la prenne tout seul. Et puis non, ça n'a pas été une claque, au contraire, j'ai reçu, là c'est un coup de fil de Pascal Quignard qui m'a dit, écoutez, voilà, bon, qui a dit du bien du manuscrit que j'ai vu immédiatement. Donc je suis, comme on dit, entré chez Gallimard. Vous savez, ce qui est très important aussi, ce sont les personnes que l'on rencontre dans le milieu de l'édition, notamment les directeurs littéraires, parce qu'on a un lien quand même très fort avec eux. C'est eux qui ont lu votre livre, c'est eux qui l'acceptent, c'est eux qui vous font quelques remarques, et c'est quand même toujours fort, voilà, ce genre de relation. Je n'ai pas connu Jean Noël au moment où il est entré, comme on dit, chez Gallimard. Ouais. Je l'ai connu un peu plus tard. En 98, voilà. Tu as une bonne mémoire. Donc, le premier livre, non pas chez Gallimard, dans la collection de l'Éloute que tu as fait, c'est
un livre qui s'appelle « Long séjour », et ce livre racontait le long séjour du père de Jean Noël dans une maison de santé, on va dire. Voilà, qui était à Ajaccio d'ailleurs. Donc un très beau livre. Et puis, voilà, notre amitié est née à ce moment-là, et tout de suite. Et je crois qu'elle s'est maintenue dans le fil du temps, même s'il nous arrive de nous taquiner réciproquement. Ouais, c'est surtout Gilbert qui me taquine. Oui, alors moi, j'ose pas trop, mais on fait quand même un peu maintenant. Et le style de Jean Noël est un style très particulier. Et il aime les phrases très longues. Et c'est imbécile de dire, dès qu'il y a une phrase longue, on dit c'est Proust. C'est pas du tout proustien. Et je me suis souvent demandé d'où venait, c'est plus qu'un goût, cette nécessité d'écrire des phrases très longues, comme si tu ne parvenais jamais, ou tu ne voulais jamais vraiment, comment dire, cerner l'objet dont tu parles. C'est en accumulant les métaphores, les analogies, les comme si, que tu t'approches de plus en plus près de, je ne dirais pas de ta cible, mais oui, de ton objet. Je tiens, Jean Noël, là, c'est pas l'ami qui parle, c'est le lecteur, pour un grand écrivain contemporain. Et j'espère il est reconnu, mais il devrait l'être plus. La Montagne, je crois, rencontre quand même un assez beau succès. Donc pour moi, un écrivain, un bon écrivain, un grand écrivain, c'est celui dont on entend la voix et dont on reconnaît tout de suite la voix. Et voilà qu'arrivait enfin Robert Müller, le jeune écrivain autrichien, son auteur. Viviane s'est lancée aussitôt vers lui, le coupait instantanément de la jeune fille avec laquelle il s'était attardé en revenant à pied de la maison des écrivains. Elle l'amenait vers le grand escalier, lui prenait les épaules avec un air de ravissement conquérant et soulagé. Elle ne se lassait pas d'offrir au flash des photographes son visage épanoui, dilaté par la conviction d'être apte, désormais, à tous les triomphes, avec d'autant plus d'empressement et d'orgueil démonstratif qu'elle se vengeait, aux yeux de certains, de l'époque assez proche où elle venait de perdre, par un excès de dette, sa propre maison, où on la croyait finie en même temps que ses murs et les livres mis aux enchères. C'était un prix très important, le prix Médicis, c'était un prix, je ne m'y attendais pas, le livre n'était pas sorti comme les autres, il était sorti en décalé, un peu plus tard que les autres, je crois que personne ne s'y attendait à ce prix. C'était pas programmé, donc le prix est arrivé. Et moi, j'avais énormément d'admiration pour le prix lui-même, pour le prix Médicis, parce que c'était un prix quand même d'avant-garde. Et puis, il y avait des écrivains que j'admirais énormément, comme Claude Simon, Tony Tuvert, qu'il avait eu avant. Pour moi, c'était le prix des prix. Alors, il est arrivé, voilà. Donc, par surprise, j'étais dans mon collège de banlieue quand je l'ai appris, donc j'ai dû venir très... Vous voyez, on ne s'y attendait pas, ça je peux le dire vraiment. J'ai eu plusieurs prix, ça c'est vrai. J'ai eu après le prix Inter, le grand prix roman de l'Académie française. J'ai eu des prix magnifiques, je trouve, vraiment. Le rapport à ça, c'est un rapport, je dirais, d'enfant. C'est-à-dire, il me semble, en étant lucide sur moi-même, que ça a correspondu à la distribution des prix de mon enfance. C'est-à-dire que ma mère me dit toujours, il faut que tu aies le prix d'excellence, donc il fallait qu'à la fin de l'année, je monte sur l'estrade pour recevoir ce prix d'excellence. Ça n'a pas changé. C'est que je m'arrange toujours quand même pour me punir de ce que j'ai obtenu. Et que ça, il faut que je sois lucide de le reconnaître, et que je me suis toujours débrouillé ainsi, parce que comme si... mais ça, je crois que c'est une réaction de petit pied noir, comme si j'usurpais quelque chose, voilà, qui ne m'était pas dû. Et puis aussi, je me dis toujours, il faut que je mérite ce qui m'a été donné. Donc il faut que je continue à écrire comme si les prix n'avaient pas eu lieu. Voilà, toujours. Et ça c'est vrai, mais ça, je crois que c'est salutaire. Mon père goûtait d'abord le soulagement d'avoir pu nous aider à échapper à la fournaise. Mais peu à peu, sous l'auvent balancé par le sirocco de la nuit, montait en lui la tristesse que ma mère ait choisi, une fois de plus,
le Roussillon comme destination de nos vacances au lieu de nous emmener en Corse, à la Vacarec. Ce nom qui m'envoûtait par la majesté âpre de ses syllabes, où s'était retiré le grand-père paternel dont, à force d'éloignement, il finirait par se couper lui-même, et que je ne connaîtrai jamais. Le choc premier, et c'est encore le cas avec ce récent livre de Jean Noël qui s'intitule La montagne, c'est la phrase, c'est le style. Il y a un souffle chez lui. Il y a cette phrase qui est d'une grande ampleur, qui est rythmée par les points-virgules. On déplore souvent que le point-virgule disparaisse dans la littérature française. Lui, il sait utiliser le point-virgule. Et puis, il y a cette... j'aurais une sorte de comparaison avec le travail de l'image, le travail cinématographique, parce que j'ai l'impression, en le lisant, de voir des plans-séquences. Il brosse comme ça tout un paysage, on est dedans, et en même temps, il y a une émotion qui ressort du texte, toujours. C'était le soir. Dehors, il y avait un calme curieux, un mouvement étrange au bord de la route. Des hommes, des femmes se rejoignaient, se touchaient, croisaient les bras. Les enfants n'étaient pas revenus de leur excursion. Ça, ce sont les premières lignes de ce récit. Et c'est donc le souvenir pour vous de ces enfants, de vos camarades, qui ont été massacrés dans la montagne algérienne pendant la guerre d'Algérie. Et c'est ce souvenir qui vous hante pendant tout le récit et qui vous hante encore aujourd'hui. Oui, j'ai mis très très longtemps avant d'écrire ce livre, vous savez. J'ai mis 50 ans. 50 ans sont passés avant que je me décide à l'écrire. C'était quelque chose que j'ai gardé secret pendant tant et tant d'années. Elles étaient écrites depuis très longtemps, mais après ces premières pages, je me décidais jamais à aller au-delà. Et puis voilà, c'est cet été précisément en Corse que j'ai écrit le livre, que peut-être parce qu'une sorte de calme est arrivé dans mon esprit, dans mon écriture aussi, et j'ai éprouvé ce besoin-là. Et parce que peut-être aussi, vous voyez, j'étais trop replié sur ce souvenir, sur ce secret. Dans tout ce qu'on a vu depuis le point de départ, dans les documentaires, moi-même, j'ai vu qu'il y avait des parties de l'Algérie qui avaient été encore plus meurtries que ce qu'on en disait quand j'étais enfant, parce qu'on ne voyait que la région où on était né, où on habitait, on ne pouvait pas circuler avec des escortes, il y avait des barrages partout. Donc, c'était une guerre terrible. Mais il y a eu beaucoup de pieds noirs, beaucoup d'Algériens meurtris dans leur famille, parce que il ne s'agit pas simplement de compter les morts, il faut aussi compter tous ceux qui ont été classés pour la vie, et qui sont les parents, les proches, les amis. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt dans une guerre, c'est pas un décompte, c'est pas simplement un nombre, mais c'est tant et tant de personnes qui resteront avec ce souvenir pendant des années, ça fait beaucoup de monde. Bien, j'ai découvert Jean-Noël Pancrazzi lors de la publication de son premier roman. C'était en 79. J'avais ouvert la librairie déjà depuis 2 ans. J'étais aussitôt séduit par la lecture de ce premier roman de Jean-Noël Pancrazzi. La mémoire brûlée, c'était un roman plein de poésie, un roman avec une écriture en langue française absolument admirable, des phrases ciselées comme des poèmes. Enfin, j'ai été séduit d'abord par le style. On a organisé donc la première signature de son premier roman, À la marge. C'était début 81. Eh bien, je dois dire qu'après, évidemment, les relations avec Jean-Noël ont été toujours plus qu'amicales, très chaleureuses, très fraternelles. Et donc, il était heureux lui-même de retrouver ses racines. Et nous étions heureux de découvrir un nouvel écrivain d'origine corse. Jean-Noël a été invité quasiment à la sortie de chacun de ses livres. Il en a publié une quinzaine, je pense. Et il me semble qu'il y a 2 thèmes principaux dans l'œuvre de Jean-Noël. Il y a celui qui concerne la vie des hommes, l'amour, la mort, les femmes, les hommes, l'amitié,
l'amitié, l'homosexualité, enfin tous des thèmes qui sont abordés par tous les écrivains. Et puis il y a l'autre thème qui me fascine moi chez Jean Noël, c'est celui qui touche à la mémoire. Dès que Jean Noël creuse sa mémoire, il devient génial, il devient un très très grand écrivain. Et je pense à cette partie qui est composée de la trilogie, du livre sur la mort de sa mère, le livre sur la mort de son père, Le long séjour, Madame Arnould. Ces trois ouvrages-là forment pour moi l'essentiel de l'œuvre de Jean Noël. Si je restais enfin quelques jours auprès de lui, je pourrais peut-être l'aider à mieux s'orienter dans le couloir de Long séjour, à se nourrir, à retrouver le goût du pain. Je me levais, traversais le désert d'Ajaccio à 5 heures du matin, allais m'asseoir dans le square devant la maison Eugénie encore fermée. Un cargo venant de Sardaigne apparaissait dans le silence gris et rose des flots. Et là-bas, de l'autre côté de la baie, dans le vert épais des montagnes, se mettaient à scintiller les fins de glaciers, les clochers, les pierres des belvédères, les croix et les torrents de cette île que je commençais peut-être à aimer vraiment, à côté de laquelle j'étais trop longtemps passé. Allez, au revoir. Bonjour. Petite dédicace, s'il vous plaît, Christiane. C'est vous, Christiane? Oui, c'est moi, Christiane. Après, je vous en demanderai un autre pour une amie. C'est une amie et une collègue. Enseignante? Non, elle est infirmière. Ah, bon, non, Oui. excusez-moi, je suis très indiscret. Non, pas du tout, c'est pas une indiscrétion, pas du tout. Elle est infirmière. On travaille ensemble et c'est elle qui travaille ce week-end. Moi, je Donc, voulais dire que elle n'y je sera vous dis ça pas. parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le métier, les enseignants, les Et infirmiers. les infirmières, voilà. C'est sacré pour moi. C'est vrai, j'étais enseignant. Il pleuvait sur la rue Fèche, sombre et pauvre, qui avec ses façades ocre et grises, comme incurvées par le temps et effritées par une secousse de la terre, ses hauts volets aux lattes clairsemées, ses trottoirs irréguliers, son éternelle odeur de poutres brûlées et de couloirs humides, d'auvents moites et de restes d'épices de marché depuis longtemps finis, me faisait penser à une rue de Constantine que nous traversions ensemble, mon père et moi. Et il me semblait que ma vie n'avait été qu'une succession de petites Afriques qui se refermaient derrière moi et que je quittais pour toujours. À l'origine, biographiquement, moi j'ai fait ma scolarité à Ajaccio et comme tous les amoureux des livres, j'allais à la librairie La Marge et évidemment, donc, bon, le week-end c'était ma sortie et j'allais acheter des livres là-bas. Il y avait Jean-Jacques Colonna-Distre, qui fumait la pipe et tout. Et donc il y avait toujours ce mur de livres là qui publiait, notamment lui, puisqu'il était éditeur, il est encore. Et forcément, il y avait un certain nombre d'auteurs, comme Jean-Noël Pancrase, que j'associais à un groupe d'auteurs que je qualifiais comme d'autres d'auteurs parisiens, c'est-à-dire les auteurs corses qui ont réussi et qui sont montés à la capitale, quoi. Et donc Jean-Noël Pancrase, Marie Souzine, Angelo Rinaldi, pour citer les trois plus connus. Moi, j'ai toujours été en attente de ça, de livres qui, tout d'un coup, me parlent de l'île, me parlent de la Corse, avec vérité. Voilà. Concernant l'imaginaire que véhiculent les livres de Jean-Noël Pancrase, ce qui m'a frappé, c'est cette propension donc à faire l'éloge de la liberté, l'éloge de l'individu qui va s'émanciper. Donc la nuit, la fête, les amours qui peuvent paraître scandaleux ou suivant les époques, donc les amours homosexuels et de cet ordre-là. Il y a un individu qui est au centre et on voit se dessiner au fur et à mesure, donc de façon très humaine, jamais dans un discours, une cartographie, des lieux qui vont rentrer en écho les uns avec les autres, ce que la montagne résume à merveille. À chaque fois comme des lieux d'origine multiples.
Hein, puisque bon, c'est plutôt l'Algérie normalement, mais ça va être aussi la Corse, mais ça va être aussi Perpignan et le Mont Canigou, ça va être aussi Paris, mais ça va être aussi Saint-Domingue et Haïti, ça va être tous ces lieux-là où se rejoue tout le temps la même scène de possibilité pour un individu qui a une souffrance et un désir de faire un peu de bien autour de lui, en même temps finalement d'assumer son échec, pour se lancer ensuite dans une aventure d'écriture qui est l'ultime rachat. Voilà. Cet ouvrage sort au moment où l'on commémore le 50e anniversaire des accords d'Évian. Dominique Moret et Stéphane Agostini ont rencontré l'auteur aujourd'hui à Ajaccio. Il y avait des dizaines de complices de l'assassinat de mes petits camarades qui se cachaient. La dernière fois, j'avais failli ne pas voir mon père, emporté par le vertige de la vanité grisée avec laquelle j'étais allé de bibliothèque en bibliothèque à travers le sud de la Corse, me donnant l'allure d'un nabab insulaire, d'un notable excité enchaînant les meetings de village en village, à bord de la voiture conduite par un chauffeur de la mairie, puis de l'avion que j'avais pris en coup de vent à l'aéroport de Figari pour arriver à temps à la soirée d'hommage à Marie Susini. On me croit parfois installé parce que j'ai eu des prix, je fais partie du prix Renaudot, mais même les gens du Renaudot savent que je ne suis pas vraiment installé. Et bon, je n'ai pas demandé à être rassuré. C'est les autres qui un jour m'ont dit ben, ça serait bien que vous nous rejoigniez. Hein, donc c'est pas quelque chose qu'on demande du tout. Au mois de juin, il y a 300 livres qui arrivent. Ils sont beaux, les livres qui arrivent. Parce que moi, je me dis, ils sont très beaux. Ils ont une lumière en juin, comme ça. Et puis après, il y a la rentrée, donc les choix. Et il reste de ces livres 10, peut-être ou plus. Alors, c'est vrai que moi, après, en novembre, je sens qu'ils sont devenus gris. Les livres que j'ai à la maison sont devenus gris. Ils n'ont pas la même blancheur. Ils n'ont pas la même lumière. Et ça m'attriste toujours beaucoup parce qu'ils sont sacrifiés, bien sûr. On ouvre un livre, on sait s'il est dans la littérature, immédiatement. Enfin, je crois avec l'habitude et l'instinct aussi, en 2 pages, on voit tout. C'est-à-dire, on voit si quelqu'un a une musique ou pas, tout de suite. Et quel que soit un moment, je peux lire des livres aux antipodes de ce qu'on peut penser être mon univers et aimer énormément le livre. Hein. Donc, je n'ai pas de critères comme ça. En tout cas, j'essaie de ne pas être narcissique dans mon jugement. Ah. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Catherine. Ah, je suis ravie. Moi aussi. Merci beaucoup de venir à notre rencontre. C'est le cœur de ma vie, Annecy. Ah oui, hein? que de bons souvenirs. Hein? De très bons souvenirs. J'espère que ça va continuer. Hein, je pense. On prépare une belle soirée, une belle rencontre. Oui, bon. Quel livre magnifique. Puis il a eu un très bel accueil, que ce soit dans la presse. Oui, c'est... Nous, auprès des lecteurs, c'est vrai que c'est évident, hein, comme les gens ont vraiment... Les lecteurs l'emportent, pour moi. Là cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression que voilà, bon, la presse aussi soutient, bien sûr, mais là, je me dis, voilà, il y a des gens que j'ai pu toucher, voilà. Chaque fois qu'il y a une vedette, il y a du monde derrière, donc aujourd'hui, c'est toi. Non, c'est pas pour moi. Si. Mais non. On va chanter après. Ah, tu te rappelles, on en avait chanté. Il est là, le piano? Ouais, toujours là, et un peu désaccordé. Ça va mieux de chanter avec eux, ça jouera mieux.
travail d'écrivain, c'est de se concentrer et de se prendre la tête, je dirais, entre les mains et de se dire, voilà comment c'était. Même si le temps a passé, il me semble que je revois très précisément les choses telles qu'elles étaient. Et puis l'exigence du rythme, bizarrement, n'amène pas le flou. Le rythme amène la précision. Précisément ce rythme-là, comment c'est quelque chose que l'on suit pas à pas. On est amené pas vers un lyrisme échevelé où on se perd, mais au contraire à être de plus en plus exact. Je vais vous lire une partie de cette phrase. En fait, on est au moment où on a retrouvé les enfants et donc il y a action-réaction. Et là, on est en plein, c'est bien les événements d'Algérie, c'est-à-dire vous nous avez tué 6 enfants, à nous maintenant. Et là, c'est les rafles. On les regarde avec les yeux de l'enfant, je vais vous lire. Les camions partaient, très gris comme si la poussière s'était, depuis longtemps, incrustée sur toute la... Les camions partaient, très gris comme si la poussière s'était depuis longtemps incrustée sur toute la tôle. Très lourd, se mettant à tanguer dès la première ornière, la traversée d'un oued asséché. Inoffensif, presque pacifique, comme s'il ramenait une foule du plus grand marché de la région. S'il n'y avait eu ces 2 mitrailleuses qui les encadraient, rutilantes, impeccables, comme lavées à grande eau pendant la nuit, miroitant entièrement au soleil et dissimulant à la longue tout le reste du cortège. Il n'y aurait plus bientôt que les nuages de sable et de poussière de mica, enlevés par le vent aux pentes de la montagne, et, 1 heure après peut-être, les très lointains échos de crépitements, pareils à ceux de séries de silex confrontés les uns contre les autres pour en faire jaillir des étincelles, et, après qu'ils avaient été exécutés à la va-vite, comme un souffle de sang, de poudre, de prières perdues. L'écriture, c'est sa vie. Il ne pourrait pas vivre sans l'écriture, mais quand tout à coup il pose le stylo, il faut justement qu'il y ait vraiment autre chose. Et la vie telle qu'il l'entend, c'est-à-dire surtout s'amuser. Au fond, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Il a besoin de s'évader, et surtout de s'évader de lui-même. Il a le sentiment, je pense, en restant en France, de tourner en rond quelquefois. Et il a aussi besoin de ça beaucoup pour son œuvre, pour écrire. Car, comme il le dit quelquefois très gentiment, je n'ai plus de biscuits. Et ne plus avoir de biscuits, c'est qu'il ne se passe rien dans sa vie. Donc, pour qu'il y ait à nouveau des biscuits, il faut partir et chercher des biscuits ailleurs, plus loin. Je suis parti très souvent et c'est devenu comme mon second pays. Je suis parti dans les Caraïbes et plus précisément en République dominicaine. J'y suis allé 20 fois, j'ai passé des mois et c'est là aussi que j'ai situé l'action, si on peut dire, de mes 2 livres qui sont Les Dollars des Sables et Monte Cristi. Au début, le premier était un voyage presque touristique parce que j'ai découvert un lieu absolument merveilleux, presque idéal au point de vue paysage, au point de vue géographique. C'est une sorte d'Éden. Et puis peu à peu, au fil des voyages, j'ai vu ce qu'il y avait derrière l'Éden. D'ailleurs, il y avait un massif qui s'appelait la Loma, qui séparait la côte, je dirais encore balnéaire, de la réalité du pays. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'évoquer plutôt cette réalité. Et le lien aussi que pouvait avoir un Européen, en l'occurrence moi, avec cette réalité sociale. À travers le personnage de Noélie, est un Européen qui en est amoureux, mais Noélie est un motoconcho qui gagne sa vie comme il peut. Et on
conduisant des touristes sur sa moto, parce qu'il n'y a pas de taxi là-bas, donc il y a des pistes, il y a juste des motos. Et il y a un lien qui est bâti d'abord sur, oui, on peut dire les choses très clairement, sur le sexe et l'argent. Au restaurant à la Elegancia, il faisait semblant, pour qu'on ne se rendît pas compte qu'il ne savait pas lire, de parcourir la carte en entier jusqu'au bout, avant de commander au serveur qui le connaissait la même pizza, celle qui était tout en haut, la première. C'était de toute façon sa préférée, la dominicaine, celle de son pays. La meilleure, la plus simple. Nos problèmes, disait-il plus tard dans l'ombre de l'Aguila, où il m'avait conduit vers une table en retrait quand je m'inquiétais un peu devant son silence, son visage qui était devenu très grave, implacable, presque insensible et où se lisaient mieux, dans les reflets de la salle de billard, toutes les cicatrices sur son front autour de ses lèvres. Il lui arrivait de se tourner vers moi, de me regarder longtemps avec une sorte de tendresse étonnée, comme s'il oubliait maintenant qu'il avait une autre vie de l'autre côté de la Loma, ses enfants, sa femme. Il se rapprochait soudain, m'aurait presque pris le bras pour leur montrer que j'étais désormais son unique passager, son amigo en titre. Ça aurait été le meilleur moment de ma vie, ces années-là. Les premières années de la République dominicaine, j'étais très heureux, je m'oubliais, voilà. Je me suis oublié. Non seulement on oublie l'officiel, mais même on peut oublier ce que l'on est. J'ai même oublié que j'étais écrivain. Moi aussi, j'avais une part de maison dans la montagne corse. J'avais voulu la revoir l'été dernier. Il y avait toujours le grand portail vert au bord de la route, mais aussi plusieurs chaînes enroulées autour des barreaux, un grand cadenas dont je n'avais pas la clé. Je restais là, devant la barrière, avec mon besoin de retour, mon envie soudaine de racines. J'avais été si malade pendant l'hiver, on avait pensé que j'allais mourir en décembre. Mais la maison m'était inaccessible, c'était de ma faute aussi. J'étais resté si longtemps absent, parti vers d'autres îles, plus musicales, moins austères, avec cette étrange volupté que j'éprouvais à ne jamais rien réaliser, à me laisser déposséder, à perdre ces murs où j'aurais pu me réfugier, me retirer un jour, comme mon père l'avait fait lui-même dans ces dernières années. On n'est nulle part ici, c'est-à-dire, bon, on est en Corse, mais on entend un petit peu le bruit de la route. Je sais qu'on n'est pas très loin d'Ajaccio, on est avant Bocognane, avant la forêt de Vizavone. Bon, il y a des repères géographiques, c'est sûr, mais précisément là, je me demande plus où je suis, au fond. Non, là, je suis peut-être loin de moi-même, voilà. Là, j'éprouve un besoin d'être loin de tout. Même de ma propre vie, aussi de la mémoire, des souvenirs aussi, parce que des fois on en a assez de ses propres souvenirs. La mémoire toujours, la nostalgie toujours, voilà. C'est bizarre parce que c'est un lieu, la maison est vieille, c'est un lieu ancien, tout est ancien ici. Mais précisément, c'est curieux parce que c'est le seul endroit où j'éprouve pas de besoin de nostalgie, moi qui étant écrit sur la nostalgie, voilà, là j'en ai assez. J'en ai assez. La maison a été construite par mon grand-père paternel, qui est ensuite allé vivre en Algérie et où il est revenu. Et puis ses enfants, dont mon père, sont venus vivre ici à tour de rôle, je dirais, dans cette maison. C'est pas une maison de villégiature du tout. C'est vraiment une maison familiale, dans la mesure où la famille, qui était une famille pas toujours concentrée, je dirais, c'est le moins qu'on puisse dire, se retrouver. Voilà. C'était le seul endroit. Pour mon père, ça a été ça aussi. Mon père n'a plus de lieu où aller.
aussi. Il s'était séparé de ma mère, qui était catalane, et au fond, il est monté un petit peu à Paris, mais ensuite il a eu une attaque cérébrale, il est revenu ici, recueilli par sa propre sœur. Donc c'était un havre pour lui aussi, cette maison. Et donc il est venu vivre ici, oui, avant de terminer ses jours à l'hôpital Eugénie à Ajaccio. Donc ça fait tout un périmètre où il y a beaucoup de choses quand même. Quoi de plus absurde, de plus révoltant au fond, de rejouer des scènes devant une caméra pour un documentaire comme on me l'a demandé dernièrement, de marcher dans les herbes d'un cimetière de montagne, d'aller, de me pencher vers vos tombes, de refaire 2, 3 prises, parce que la lumière ne va pas, parce que le cadrage n'est pas encore au point, parce que je vais trop vite ou pas assez pour vous dire encore une fois adieu. Parce que je ne veux pas me donner en spectacle. Parce que je veux garder obstinément mes larmes secrètes. Ces larmes que le réalisateur exige presque, ignorant mon droit à tout recouvrir, à avoir mon propre rythme de secret et de paix, ma propre respiration de l'oubli. J'avais cru dépasser le chagrin quand je reviendrais des années plus tard pour la première fois dans le Roussillon où je m'étais pourtant interdit à moi-même de retourner. Je parcourais, presque serein, oublieux, tel un touriste qui avait déjà simplement des repères, les avenues de Perpignan, les quais de la Basse, les ponts que ma mère avait l'habitude de traverser quand elle descendait le samedi du bus du Moulin à Vent. Je revoyais sans peine la place du Palmarium, la rue de la Cloche d'Or, les alentours du Castillet avec l'écho des sardanes de l'après-midi. J'avais réussi, pensais-je, en arrivant sur la place de Cassagne à l'autre bout de la ville, à ce qu'elle ait moins de place dans ma tête, à ne plus avoir de remords, de regrets, à ce que disparaisse même un jour le besoin de l'évoquer. Mais non, elle était là, immense, quand le train repartait, dans les collines des Alberts, les autres montagnes, les vignes, les chemins des Masses, les étangs de Sals. Et c'était comme si la nuit descendait à midi de chaque côté de la voie ferrée. Tu vois tout crépite. Enfin, voilà. Je vais donc à présent passer la parole à Jean-Noël Pancrazy, lauréat du prix Méditerranée 2012. J'ai été profondément ému quand le jury t'a attribué ce prix pour ce très beau roman. Et je pense d'ailleurs que c'est ton plus beau roman. On allait vers le désert. Il y avait, là où les dunes commençaient, quelque tentes où semblaient dormir ceux que j'avais aimés et qui avaient disparu ces dernières années. On n'était pas loin de l'Algérie à partir d'ici. Il n'y avait pas de limite, sauf dans les cadastres qui servaient à se battre les uns contre les autres, à recommencer les guerres.
Le soleil était trop fort pour que je reste dehors au milieu des dunes et des pierres qui brillaient. Il était temps que je m'étende à leur côté, que je ferme les yeux, avec juste la sensation d'un tout petit scarabée que quelqu'un déposerait sans rien dire entre mes doigts, ou qui viendrait tout seul se blottir, se cacher dans ma main. Il y en avait tellement dans la montagne en été.